Chers élèves, bonjour. Donc, ce cours est consacré à la fin du chapitre sur le Second Empire. Nous allons nous intéresser aux oppositions au Second Empire et à la libéralisation du régime entre 1860 et 1870. Alors, on est toujours dans le 2.3, montée des oppositions et libéralisation du régime dans les années 1860. Je vous ai envoyé la correction du commentaire sur Victor Hugo, donc on ne va plus parler de lui. Maintenant, nous allons parler des deux autres grands opposants au régime, qui sont Adolphe Thiers et Léon Gambetta. Alors, faut savoir que l'opposition républicaine et libérale au régime, eh bien, elle se renforce à partir de 1860, notamment en 1863, où le régime est un petit peu contesté à cause d'une guerre en Italie et d'un traité de libre-échange avec l'Angleterre qui est impopulaire auprès des classes ouvrières. Alors, on retrouve Adolphe Thiers, donc le même qui avait été l'acteur du Parti de l'Ordre sous la Seconde République. Adolphe Thiers va être le leader de l'opposition libérale et non pas de l'opposition républicaine. Adolphe Thiers, donc, est devenu un grand opposant à Napoléon III. Il lui reproche son caractère illibéral et autoritaire. Ainsi, il a été élu lors des élections de 1863 et en 1864, le 11 janvier 1864, il fait un célèbre discours à l'Assemblée nationale où il soutient les 5 libertés nécessaires. Parmi ces 5 libertés, on a la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté de vote, le droit d'interpellation des ministres, je vais y revenir, et le rétablissement d'un véritable régime parlementaire. Donc Adolphe Thiers n'est plus du tout dans la posture d'un conservateur qui défend l'ordre, qui s'attaque aux classes populaires. Bon, certes, il continue à les détester, mais pour lui, la priorité, c'est d'abattre ce régime autoritaire et de revenir à un régime libéral, comme il y en avait sous la Deuxième République, qui était certes imparfaite pour lui, ou alors sous la monarchie de Juillet. Je vous rappelle que le modèle politique d'Adolphe Thiers, c'est la monarchie de Juillet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Adolphe Thiers, il est soutenu en 1864 par un jeune républicain qui va commencer à faire parler de lui. Ce jeune républicain, c'est Léon Gambetta. Alors, comment Léon Gambetta devient célèbre? Il devient célèbre en étant avocat, donc comme Robespierre en son temps. Alors, Léon Gambetta, il est célèbre parce que il défend des républicains qui sont attaqués en justice. Et Léon Gambetta a comme stratégie de défense devant les tribunaux d'attaquer le régime impérial. Donc en gros, il politise la défense de ses clients qui sont accusés devant la justice pour attaquer le régime. Finalement, il est élu député de Paris dans le quartier de Belleville en 1869 en se présentant comme républicain. Donc lui, il est plus que libéral, il est républicain. Il est d'ailleurs l'auteur du programme de Belleville, un programme qui inspirera plus tard la gauche républicaine. Par exemple, il propose l'instruction obligatoire. Alors voilà les éléments de son programme. Il veut revenir au suffrage universel appliqué dans des conditions normales. Il veut défendre la liberté individuelle, donc là ça retrouve les préoccupations d'Adolphe Thiers. Il veut évidemment abroger la fameuse loi de sûreté générale de 1858 qui était extrêmement liberticide, donc ça vous devez la connaître, cette loi elle fait partie de votre cours, nous l'avons vu avant. Il défend évidemment la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, etc., etc. Je vous rappelle la grande citation de Gambetta qu'il a faite à la fin du régime: entre la République de 1848 et la République de l'avenir, vous n'êtes qu'un pont, et ce pont nous le passerons. Évidemment, il vise l'empereur, Napoléon III. Donc Léon Gambetta comprend déjà que le Second Empire ne sera qu'une parenthèse historique et qu'à la fin des fins, ce sont les républicains qui gagneront. En parallèle de cette montée de l'opposition, eh bien, le régime de Napoléon III réagit, non pas par la brutalité comme en 1858, mais par une libéralisation. Alors je vous en reparlerai à la fin, mais le régime de Napoléon III est divisé en deux parties. La première partie, c'est la période autoritaire entre 1852 et 1860. La deuxième partie, entre 1860 et 1870, on appelle ça le régime libéral. Donc, que va faire Napoléon III? Il va donner le droit d'interpellation exigé par Thiers dans son discours de 1864. Qu'est-ce que c'est que le droit d'interpellation? C'est le droit pour un parlementaire d'adresser une demande d'explication à un ministre du gouvernement. En gros, les parlementaires qui sont au camp législatif et au Sénat ne servent plus seulement de chambre d'enregistrement, ils ont le droit de demander des comptes au gouvernement.
C'est pas grand-chose, mais ça renforce en fait les droits de l'opposition. Il y a l'assouplissement de la liberté de la presse, avec la loi sur la presse et la fin de l'autorisation préalable des avertissements. Rappelez-vous, nous l'avions vu dans le cours de la dernière fois, eh bien, l'Empire avait exigé un avertissement, avait exigé une autorisation préalable au titre de presse qui voulait se créer. Il y avait tout un système d'avertissement pour les journaux qui n'obéissaient pas. En 1869, le corps législatif a la possibilité de discuter les lois. Les réunions publiques sont autorisées le 6 juin 1868. Et en 1869, alors que l'opposition fait 40% des voix aux élections, donc je compte opposition libérale et républicaine, Napoléon III fait le choix de poursuivre la libéralisation en rendant les ministres responsables devant le Parlement, et non plus devant l'empereur. Ça, c'est très important, même si c'est barbare, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, la responsabilité du gouvernement, c'est un principe politique. Ce principe politique, c'est en fait l'obligation pour les membres d'un gouvernement de quitter leurs fonctions lorsqu'ils n'ont plus la confiance de l'autorité publique devant laquelle ils sont responsables. En gros, avant 1869, le gouvernement, ça veut dire les ministres qui travaillaient pour l'empereur, ne devaient rendre des comptes qu'à l'empereur. En gros, ils devaient avoir uniquement l'accord de l'empereur. À partir de 1969, la logique elle est renversée. Le gouvernement doit avoir l'accord, le soutien, la confiance des deux chambres du Parlement, donc le corps législatif et le Sénat. C'est un principe qui en fait est purement républicain. Il est encore appliqué aujourd'hui. Si demain l'Assemblée nationale n'a plus confiance dans le gouvernement, eh bien le Premier ministre Jean Castex sera obligé de partir. Jean Castex doit rendre des comptes auprès de l'Assemblée nationale et non pas du président de la République, comme on l'entend souvent. C'est une erreur. Donc, pour le moment, ça n'a aucune conséquence parce que l'Assemblée nationale, enfin le corps législatif, pardon, est dominé en majorité par des soutiens de l'empereur. Mais il y a ce cas hypothétique où les républicains et les libéraux pourraient renverser le gouvernement en gagnant des élections législatives. À côté de ça, je vous l'ai dit, il y a la liberté de la presse qui est renforcée. Par exemple, il y a un titre en 1868, donc à connaître en tant qu'exemple. Ce titre, c'est La Lanterne. Eh bien, c'est un titre de presse qui est totalement dans l'opposition contre l'empereur. Il va se distinguer par des caricatures extrêmement féroces et donc il peut maintenant, ce titre-là peut s'exprimer parce qu'il n'y a plus le système des avertissements qui était en vigueur avant. À côté de cela, à côté des titres un petit peu subversifs, il va se développer une presse républicaine, mais aussi une presse monarchiste. Donc il y a encore des gens qui veulent le retour du roi en 1868, ou une presse favorable au régime. Ainsi, presque toutes les sensibilités politiques sont représentées dans les journaux, à la fin du régime. Donc là, c'est une caricature de Cham que je vous montre, qui montre en gros le glissement du régime. Là, on a l'empereur qui en fait a changé de portrait parce que l'Assemblée nationale, enfin du moins le corps législatif, a pris une place importante. Donc Cham caricature, il exagère un petit peu cette situation en remplaçant la tête de l'empereur par celle du bâtiment qui accueille le corps législatif. Alors, comment va se terminer le Second Empire? Eh bien, ce n'est pas du tout une révolution comme pour la monarchie de Juillet ou comme pour le régime de Charles X. C'est une guerre qui va mettre fin au régime du Second Empire. C'est une guerre contre la Prusse qui est perdue à l'été 1870. Par conséquent, le 2 septembre 1870, l'empereur abdique. En même temps, il n'avait pas trop le choix parce qu'il avait été capturé par l'armée prussienne. Et 2 jours plus tard, le 4 septembre 1870, les républicains, menés cette fois-ci non pas par Lamartine mais par Léon Gambetta, proclament la Troisième République. Et on le verra un peu plus tard dans l'année, celle-ci, ce sera enfin la bonne. Cette république tiendra dans le temps jusqu'en 1940. Voilà pour cette vidéo sur le Second Empire. Alors cette vidéo est un peu dense, elle est un peu complexe. Vous allez aussi avoir le diaporama pour réviser. Mais le but d'une vidéo comme ça, c'est de la regarder plusieurs fois pour s'imprégner. Il faudra bien maîtriser le contenu parce que à la rentrée, vous aurez un contrôle, vous aurez un discours, peut-être du Second Empire ou alors de la Deuxième République à analyser. Voilà, à bientôt chers élèves.